Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer donc. Le donc faisant suite à une phrase mentale qui était « puisqu'il est l'heure », n'est-ce pas ? Sinon. Voilà, alors comme je le notais le 10 février, le principe francfurtien des possibilités alternatives, repris par Chisholm, peut être considéré comme une bonne définition de ce qu'on appelle aujourd'hui le libertarianisme, en tout cas une bonne définition d'une de ses formes principales, la position libertarienne numéro 2, décrite en ces termes par Eleanor Stump. C'est Lib 2, an agent acts with free will or is morally responsible for an act only if he could have done otherwise. Bon, cette position, cette formule, reprend une partie de la formulation que Harry Frankfurt donc, soumettait à la discussion dans son article pionnier de 1969, la formulation donc, du principe des possibilités alternatives ou alternate possibilities, PAP. Donc c'est Frankfurt qui a introduit cela et Chisholm le reprend comme on l'a vu depuis 3 mois, n'est-ce pas? Donc une person is morally responsible for what is done only if he could have done otherwise. Vous voyez que c'est 1969 parce que ça serait 2015, on aurait she à la place de he. Les choses ont évolué dans la manière de présenter les personnes, n'est-ce pas? Ici, une personne est masculine. Alors, donc, ça, c'est la formulation introduite par Frankfurt. Harry Frankfurt, qui lui-même n'accepte pas cette formulation, ce principe qu'il a pourtant introduit. Il l'a introduit pour le discuter, il le discute, le critique, et pour finir, aboutit à une version révisée, que j'ai notée avec une petite étoile, où vous voyez, simplement parce que j'ai souligné et mis en rouge, on voit ce qui distingue déjà formellement les deux énoncés. Une personne n'est pas responsable, n'est pas moralement responsable de ce what he has done, de ce qu'il a fait, s'il l'a fait seulement parce qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Donc cette formule-là est celle qui, selon Frankfurt, n'exclut pas, ce qui était son problème directeur, la compatibilité de la responsabilité morale et du déterminisme, ce qui était le problème dont nous étions partis au début de ce semestre avec Chisholm. Donc voilà, quelques mots là-dessus. Le recours à la distinction entre libertarianisme et compatibilisme, déterminisme et indéterminisme, ce recours a ses avantages. Il permet certaines clarifications conceptuelles et facilite l'intégration des données médiévales aux problématiques contemporaines, dont le médiévisme attend comme bénéfice secondaire un certain désenclavement de sa discipline. On peut dire en ce sens que Thomas d'Aquin est un partisan du libertarianisme ou qu'il est un intellectualiste libertarien. Beaucoup d'historiens et de philosophes le font. On peut aussi se demander, toutefois, si pareil classement ne soumet pas les matériaux médiévaux à une forme trop contraignante, s'il ne simplifie pas les éléments, les aspects historiques, simplifie les aspects historiques, tout en compliquant les aspects conceptuels, en faisant entrer de force des types de discours ou d'objets dans des cadres d'interprétation ou de lecture qui les retirent de leur horizon d'origine, sans pour autant les inscrire vraiment dans le nôtre. Donc c'est un marché de dupes, d'une certaine façon. Thomas d'Aquin est-il libertarien ou compatibiliste ?
La question n'est pas sans intérêt, elle est abondamment illustrée dans l'historiographie récente. Ce n'est pas, à mes yeux, la plus intéressante. Ce n'est pas celle, en tout cas, qu'il nous faut à présent affronter. À la fin du cours du 31 mars, confronté une énième fois aux deux questions que suscite l'articulation problématique du vouloir et du nouloir, au cœur même du dispositif de la liberté. L'articulation donc sous la forme de ces deux questions, je répète, je ne peux même pas dire une dernière fois, sommes-nous libres de vouloir ce que nous noulons au moment où nous le noulons? Sommes-nous libres de nouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons? Confronté donc une énième fois à ces deux questions, je disais qu'il nous fallait, pour avancer, je me cite moi-même, si vous permettez, sortir de l'archive fouillée jusqu'ici et reprendre les choses par un autre biais. Donc je reviens sur ce point, cet autre biais. À un certain moment de l'enquête historico-philosophique, moment qui est variable selon les cas, tout est affaire de principe. C'est l'objet même de l'archéologie philosophique que de s'occuper de principes, un objet que l'archéologie philosophique partage avec l'histoire des idées bien comprise. Arrivé à la question de la liberté et à la figure de l'homme comme agent responsable. Arrivé là, à ce point, l'archéologie du sujet agent se trouve confrontée non seulement au principe des possibilités alternatives, dans sa version originale ou dans sa version amendée, mais elle se trouve aussi confrontée à divers principes qui sont impliqués par le principe des possibilités alternatives ou présupposés par le principe des possibilités alternatives. Parler d'archéologie philosophique, dès lors, c'est s'intéresser à ces principes-là. Et je dirais que quatre au moins s'imposent à notre attention. Nous allons donc les mentionner successivement, puis nous reviendrons sur eux et tout particulièrement sur l'un d'entre eux. J'appelle ça archéologie, ce sont des logoi ayant trait aux archaïs, aux principes. Alors le premier, à tout seigneur, tout honneur, c'est le principe de non-contradiction, qui est probablement le principe fondamental de la philosophie. Depuis Aristote, ce principe aristotélicien de non-contradiction, PNC, il est formulé, comme vous le savez, à de multiples reprises chez Aristote, et notamment dans Métaphysique Gamma, livre 4, chapitre 3, 1005b 1920 dans la numérotation de Becker. Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet sous le même rapport. Appartiennent et n'appartiennent pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. Voilà le premier principe, le principe des principes, le principe fondamental, le principe donc de non-contradiction. Ce principe, s'il est fondamental, c'est qu'il fonde un certain nombre d'autres principes, et notamment un, qui est le second, le deuxième, que je veux évoquer avec vous maintenant,
le principe de non-contradiction permet de définir, en la limitant, l'omnipotence de Dieu. Selon le principe donc, que j'appellerais le principe de limitation de la toute-puissance divine, PLTD, principe de limitation de la toute-puissance divine. Dieu peut faire tout ce qui ne comporte pas contradiction. Troisième principe. Un mot, ce principe est un principe médiéval, bien entendu. Et vous ne le trouvez pas chez Aristote. C'est un principe proprement médiéval, scolastique. J'espérais pouvoir traiter de cela cette année. Je n'en aurai décidément pas le temps, hein. Mais sachez que, si la chose vous intéresse, c'est contre ce principe que un grand philosophe russe, Tchestov, mobilise l'essentiel de ses forces pour critiquer une certaine hellénisation du christianisme qui est allée jusqu'à soumettre Dieu au principe de non-contradiction d'Aristote. C'est par exemple dans Athènes et Jérusalem que vous trouverez des indications de ce genre. Je reviendrai peut-être l'année prochaine, mais en tout cas décidément plus cette année, je n'aurai pas le temps. Donc le troisième principe, c'est le principe aristotélicien de la nécessité conditionnelle du présent, selon lequel tout être, au moment où il est, nécessairement est. Ici, traduction Tricot, tout être, quand il est nécessairement. Quand il est. Dès lors qu'il est, un être, nécessairement, est. S'il est, alors il est. Hein? Donc, c'est ça que ça veut dire, tout être, quand il est, nécessairement est ou est nécessairement, sachant que si on voulait, on pourrait argumenter des heures sur l'ordre des mots, hein, mais bon, notez simplement nécessité conditionnelle du présent, tout être, dès le moment qu'il est, nécessairement est. De Interpretationnés 9, 19 à 23, 24, c'est le principe qui joue, comme vous le savez, un rôle décisif dans la discussion qu'Aristote mène sur la question de savoir quel est le statut de la proposition. Il y aura demain une bataille navale. Je ne reviens pas là-dessus, mais retenez ça, nécessité conditionnelle du présent. Et enfin, nous avons un quatrième principe, tout cela lié au principe des possibilités alternatives, qui est le principe dit de plénitude. Principe de plénitude. Aucune possibilité authentique ne peut rester irréalisée. Vous voyez que la formulation de ce principe, que je donne en français, est accompagnée d'une version anglaise. À dire vrai, c'est la version originale du principe. Le principe de plénitude a été formulé pour la première fois en anglais, ou en tout cas comme tel en anglais. No genuine possibility can remain unrealized. Tous ces principes, donc, PAP, principe des possibilités alternatives, et les quatre principes que je viens de mentionner, principe de non-contradiction, principe de limitation de la toute-puissance divine, principe aristotélicien de la nécessité conditionnelle du présent et enfin principe de plénitude,
tous ces principes sont interconnectés. Ils interviennent à des degrés divers dans des complexes de questions et de réponses que, pour simplifier, j'appellerais les questionnaires du vouloir et du nouloir, en tant qu'ils font eux-mêmes intervenir le pouvoir et les modalités, ce qu'on appelle les modalités, à savoir la contingence, la nécessité, mais aussi, évidemment, le possible et l'impossible. Contingence, nécessité, possible, impossible, voilà les 4 modalités. Comme vous avez pu le constater à diverses reprises depuis le début de cet enseignement, la logique joue un rôle central dans la pensée philosophique et théologique médiévale. Il va de soi qu'une question comme « peut-on à la fois vouloir que P et nouloir que P ?» Bien encore, peut-on à la fois vouloir que P et vouloir que non P ? Une question de ce genre peut induire par sa dimension logique même un certain nombre de bouleversements ou d'innovations dans le champ de la psychologie et de l'éthique. La logique oblige à la radicalité. Je veux dire à prendre les choses à la racine. Puis-je au même moment vouloir et nouloir la même chose ? Avant de répondre, il faut se demander si la question a un sens. Il faut se demander si la question n'est pas incompatible avec le principe de non-contradiction. Il faut se demander si la question n'est pas incompatible avec le principe de la nécessité conditionnelle du présent. Il faut se demander cela, eh bien, les médiévaux se le sont demandé. Plus précisément, ils ont posé les problèmes, formulé les distinctions et défini les règles qui permettent de traiter la question du vouloir et du nouloir à un véritable niveau de radicalité logique. Celui, en l'occurrence, de ce qu'on peut appeler la sémantique des concepts modaux, contingent, nécessaire, possible, impossible. Je me contenterai ici d'un exemple, emprunté à l'analyse abélardienne des propositions modales temporellement déterminées. Proposition modale temporellement déterminée, comportant une indication de temps. Soit la proposition suivante. Possibile est stantem sedere dum stat. C'est une des propositions les plus discutées au XIIe siècle pour illustrer ce type de difficulté qui va nous occuper maintenant. Possibile est stantem sedere dum stat. Nous allons évidemment donner le sens obvi de cette proposition. Le sens obvi, évident, est qu'il est possible, possibile est, à quelqu'un qui est debout, stantem, sedere, d'être assis, dum stat, pendant qu'il est debout. Possibile est stantem sedere dum stat. Abélard va nous expliquer qu'il y a plusieurs façons d'analyser cette phrase, cette proposition. Mais pour que nous comprenions bien les enjeux et surtout les concepts auxquels recourt Abélard, il est nécessaire de donner quelques définitions et de procéder à 3 distinctions élémentaires. La distinction, premièrement, entre une proposition catégorique et une proposition hypothétique. Une proposition catégorique est la proposition qui affirme quelque chose de quelque chose
par le biais d'une copule attributive, le verbe est. L'homme est un animal. Homo est animal. Voilà une proposition catégorique. Le même état de choses pourrait, cela dit, être exprimé sous la forme d'une proposition hypothétique. Le même état de choses, à savoir que l'homme est un animal, eh bien, cela peut se dire si est homo, est animal. Le latin est d'une économie remarquable. Vous pourriez multiplier les traductions de cette phrase. Dire par exemple, s'il y a homme, il y a animal. Ou bien, si X est un homme, X est un animal. Ou bien, si c'est un homme, c'est un animal. La différence entre ces deux propositions est que, pour la doxa, l'opinion standard, je dirais, la première, pour être vraie, exige que le sujet ait un terme de référence, autrement dit qu'il y ait quelque chose à quoi s'applique cette proposition, autrement dit un homme au moins, et de cet homme on dit l'homme est un animal, ou cet homme est un animal, ou les hommes sont des animaux, alors qu'une proposition hypothétique ne réclame pas, n'exige pas que son sujet désigne un objet existant pour être vrai, puisque précisément elle est hypothétique. Proposition modale, c'est une proposition qui fait intervenir en plus de la forme catégorique eh bien, une modalisation par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un mode, autrement dit possible, nécessaire, impossible, contingent. Et la proposition correspondante est dite, si le mode est celui possible, elle est dite possible. Si le mode est celui nécessaire, elle est dite nécessaire, impossible, contingente. Exemple, possibile est Socratem legere, il est possible que Socrate lise, que vous pouvez entendre de diverses façons. Socrate peut lire, ou bien il est possible que, après tout, bien Socrate lise aujourd'hui, plutôt que d'aller se promener dans les rues d'Athènes. Évidemment, ces deux interprétations sont distinguées. Il y a des termes pour dire cela. On peut dire qu'un mode va donner naissance à une proposition des dictos qui s'applique au dit dictum de la proposition. On peut aussi dire que le mode donne lieu à une proposition modale des ré qui concerne la res, la chose, à savoir Socrate lui-même. C'est la différence entre Socrate peut gagner tout le monde peut gagner la course. On fait une course, tout le monde peut gagner. Bon, vous, moi, il y aura un gagnant. Hein. Et il est possible que tout le monde gagne, qui énoncerait la possibilité qu'il n'y ait que des gagnants, comme dans l'école des fans, ou des choses comme ça, où il n'y a que des gagnants, n'est-ce pas? Tout le monde a gagné. Vous voyez? Bon, donc des ré, des dictos. Voilà. Alors, on a cela maintenant, et on va voir ce que Abélard a à nous dire là-dessus. Je reviens à possibile est tantem sedere dum stat. Nous allons donc partir de cet exemple. Il est possible à quelqu'un qui est debout d'être assis pendant qu'il est debout, et nous allons utiliser des outils. Un premier outil sera l'opérateur du présent, noté par ce signe qui, pour nous, aujourd'hui, représente la classe vide, et qui était utilisé au Moyen-Âge dans les manuscrits médiévaux pour désigner un instant, l'existence d'un instant. Je vais dire un mot là-dessus tout à l'heure. Il y avait des signes dans la logique médiévale pour permettre de construire des formules, des phrases qui présentent un certain niveau de formalisme embryonnaire. Donc, un opérateur du présent qu'on va lire, il y a un instant t tel que, où t désignera maintenant, nunc.
au moment où je vous parle, à l'instant où je vous parle, en ce moment. Ce qui, donc, moyennant certaines interprétations des relations entre le point de référence, le point d'énonciation, le point d'événement, en fait l'équivalent de « il est le cas que » à t à l'instant t. It is the case at t. Bon. Mais retenons déjà ça, sans trop nous compliquer la vie, il y a un instant t tel que, où t désigne maintenant. Et là, nous allons maintenant introduire l'opérateur modal du possible qui, dans la logique moderne, est très souvent, pas exclusivement, mais très souvent désigné par ce poinçon qui représente « il est possible que ». Donc, il y a un instant t tel que et il est possible que. Voilà deux notations dont nous avons besoin pour analyser l'énoncé en question avec Abélard. Abélard soutient que la proposition possibile estantem sedere dum stat peut être interprétée de deux façons. Soit comme une proposition modale catégorique, soit comme une proposition temporelle hypothétique, modale catégorique ou temporelle hypothétique. Première interprétation, la proposition modale catégorique, possibile estantem sedere dum stat. Première interprétation, il y a un instant t tel que, et maintenant il faut lire tout ce qui est écrit dans cette parenthèse, il y a un instant t tel que non p à t, à l'instant t non p à t, et opérateur modal de possibilité, il est possible que, et là, un enchâssement, P à T et non P à T. Nous lisons donc, il y a un instant T tel que non P à T et il est possible que P à T et non P à T, où T signifie maintenant et P, X est assis. Donc il y a un instant T tel que X n'est pas assis à t, et il est possible que x est assis à t et que x n'est pas assis à t. Deuxième, alors bon, ça nous semble très abstrait, mais vous allez voir que ça peut l'être encore davantage. Temporel hypothétique. Deux lectures possibles. Il y a un instant t tel que non p, ce petit signe étant, je vous le rappelle, le signe de la négation, non p à t, et il est possible à t que p. Deuxième interprétation, il y a un instant t tel que non p à t et il est possible que P à T. C'est une autre structure logique. Est-ce que c'est clair? Quelle est la différence? C'est que le T du point de référence se balade de l'opérateur du possible à la désignation de l'état de choses dans la deuxième proposition. Il est possible à T que P, ça n'est pas la même chose que il est possible que P à T. Alors, quelle différence? Abélard s'explique maintenant sur cette première possibilité. Il y a un instant t tel que non p à t et il est possible à t que p.
la détermination temporelle, dit-il, qui est exprimée par dum dans possibilité stantem sedere dum pendant que stat. La détermination dum désigne l'existence d'un temps t où l'homme auquel se rapporte le participe stantem, se tenant debout, l'homme qui n'est pas assis donc, a le pouvoir, et dit avoir le pouvoir de s'asseoir. Il y a un instant t où il est vrai de dire que x est debout et qu'il est possible à t que x soit assis. Et deuxièmement, donc, il y a, pour 2b, il y a un instant t tel que non p à t et il est possible que p à t. Alors là, nous avons, en latin, c'est assez beau, ce dum, le mot dum dans possibilité est tantem sedere dum stat, ne renvoie pas à l'existence d'un instant du temps où on poserait qu'il est possible qu'il y ait un certain état de choses alors qu'il y en a pour le moment un autre. Mais ici, il est fait référence à une conjonction, c'est-à-dire une combinaison, union d'accidents à propos d'un même sujet, lesquels s'excluent mutuellement. Axi diceretur, stantem, posse sessionem habere cum statione quam habet. Comme si l'on disait qu'à quelqu'un qui se tient debout, il est possible d'avoir cet accident, cette caractéristique, cette propriété, cette disposition qu'est la sessio, le fait d'être assis, en même temps que la statio, la station debout, qui là, à l'instant précis. Donc, un point du temps est désigné là, et en prime, donc, une conjonction d'accidents incompatibles, la sessio et la statio. Un point du temps où l'homme auquel se rapporte le participe stantem, l'homme qui n'est pas assis, pourrait être assis tout en étant debout. Il y a un instant où il est vrai de dire que x est debout et qu'il est possible que x debout est assis. Un instant où la position assise et la station debout coexistent ou coexisteraient en x, un même sujet. Un instant où pourrait coexister en x position assise et station debout. Voilà la deuxième interprétation. Les deux interprétations sont évidemment bien distinctes, comme le manifeste d'ailleurs la différence, non marquée en latin par sedere, entre s'asseoir et être assis, parce qu'en français, ça se complique encore. Bon, entre la possibilité de s'asseoir et la possibilité que je sois assis au moment où je suis debout, il y a une différence. Alors, interprétation. 2a devient 3a. Pris dans le sens 2a, possibilité stantem sedere dum stat, signifie qu'à l'instant considéré, à savoir t, l'homme est debout, donc ce n'est pas le cas que x est assis, mais qu'il a en cet instant précis la possibilité de s'asseoir à un instant ultérieur. Pourquoi t et u pour désigner ultérieur? Ça tombe bien u pour ultérieur, sauf que quand on va voir antérieur, on n'aura pas A. Donc, c'est simplement que STU, c'est l'ordre alphabétique. À partir du moment où vous prenez T pour désigner l'instant présent, c'est U qui le suit et c'est S qui le précède. Donc, nous avons ici, donc, à l'instant T, l'homme est debout, mais il a en cet instant T la possibilité d'être assis à un instant ultérieur égal U. Donc, ceci se lie. Il y a un instant T tel que ce x n'est pas assis à t, et que il y a, alors là c'est un opérateur qui nous dit il y a un instant u, tel que il est possible à t que p soit le cas à u, à l'instant d'après. Donc il est possible en ce moment que l'état de choses que je décris, x est assis ou x est debout selon l'exemple que je prends, soit réalisé à l'instant d'après. Ça, c'est une façon de lire. Deuxième façon de lire, qui correspondait à 2b, il y a un instant t tel que ce n'est pas le cas que p à t, et il y a un instant s
antérieur, non, S avant T, hein, tel que il est possible à S que P à T. L'homme qui est debout à T pourrait être en cet instant précis assis, car la possibilité de s'asseoir qui était sienne à un instant antérieur S aurait tout aussi bien pu se réaliser à T. Voilà la deuxième interprétation. Eh bien, on trouve les deux interprétations chez Abélard. Quand il paraphrase l'énoncé interprété temporellement sous la forme existente tempore quo stat, étant donné un certain instant du temps où celui qui est debout, il est vrai qu'il est possible à cet temps de s'asseoir, d'être assis. Et l'autre interprétation est il est possible, possibile est ipsum sedere eo tempore existente in quo non sedet, il est possible à quelqu'un d'être assis dans le temps précis où il n'est pas assis. Quelle est l'interprétation que préfère Abélard ? C'est une certaine question, mais bon, ce qui est sûr, c'est que la seconde interprétation, 3b, la seconde interprétation temporelle hypothétique de possibilité estantem sedere dum stat fait intervenir un concept de possibilité contrefactuelle. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui, une possibilité contrefactuelle assumant qu'à l'instant précis où il est le cas que non P, il aurait tout aussi bien pu être le cas que P. It could have been otherwise. Que ce soit ou non la thèse d'Abélard, une chose est sûre, celui-ci ne reste pas enfermé dans ce que l'on a appelé le modèle statistique ou diachronique de la modalité. Le modèle statistique ou diachronique de la modalité est celui qui interprète diachroniquement, c'est-à-dire en termes temporels, les modalités du nécessaire, de l'impossible, du possible et du contingent. Est nécessaire ce qui est toujours le cas, ou toujours vrai. Voilà une interprétation temporelle, statistique, diachronique de la modalité nécessaire. Le nécessaire, c'est ce qui est toujours le cas, ou toujours vrai, selon que vous considérez l'état de choses ou la proposition qui l'exprime. Impossible, c'est ce qui n'est jamais le cas, ou ce qui est toujours faux. Le possible, ce qui est quelquefois le cas, ou quelquefois vrai, et le contingent, ce qui est quelquefois le cas et quelquefois pas le cas, ou quelquefois vrai et quelquefois faux. La question du traitement de la modalité, statistique diachronique, comme on dit, ou synchronique, a été ouverte et explorée par les travaux de Simo Knuuttila et de son maître et prédécesseur à l'université d'Helsinki, Jaakko Intikka, les deux grands représentants de l'école finlandaise. Et elle a été ouverte et explorée par Knuuttila, notamment dans un ouvrage au titre symbolique, si je puis dire, qu'il a édité, qui s'appelle Reforging the Great Chain of Being, reforger la grande chaîne de l'être. Reforging the Great Chain of Being, dans lequel précisément Knuuttila et Intikka réattiraient ou attiraient l'attention, dirigeaient de nouveau l'attention sur le principe de plénitude introduit par Lovejoy des années plus tôt, dans son grand livre qui a fondé d'une certaine manière l'histoire des idées, The Great Chain of Being, la grande chaîne de l'être ou de l'étant,
ce principe de plénitude, n'est-ce pas, apparaissant dans une présentation que j'ai réduite ici à quelques lignes, qui est évidemment plus diffuse, plus prolixe, de cette grande idée de la grande chaîne de l'être ou des êtres, par quoi Lovejoy désigne pas seulement la thèse que l'univers est un plenum formarum, est plein de formes, in which a range of conceivable diversity of kinds of living things is exhaustively exemplified. Tout ce qui est concevable est, n'est-ce pas? Il n'y a pas de, si vous voulez, de possibilité non instanciée. But also any other deductions from the assumption that no genuine potentiality of being can remain unfulfilled. Aucune possibilité, potentialité authentique d'être ne peut demeurer unfulfilled, non réalisée, non actualisée, non remplie. Un article parmi d'autres de Knutila, Time and Modality in Scholasticism, donc c'est l'article fondateur, pour ainsi dire, 1981, dans Reforging the Great Chain of Being, Studies of the History of Modal Theories. Je laisse de côté la question du rapport entre le principe de plénitude, no genuine potentiality of being can remain unfulfilled, et le modèle statistique de la modalité, qui, c'est-à-dire de la définition des modes en termes de réalisation et actualisation dans le temps, au long du temps. Donc je laisse de côté la question du rapport entre le principe de plénitude et le modèle statistique de la modalité, qui, selon Knutila, règne plus ou moins sans partage jusqu'à la fin du XIIIe siècle. À grands traits, jusqu'à ce que l'on pourrait appeler la révolution du XIVe siècle, ou mieux même encore, plus précisément, la révolution scotiste, opérée par Jean d'Inscott. La révolution scotiste, c'est-à-dire l'irruption de la thèse contraire au principe de plénitude, mais requise absolument par une théorie nouvelle de la liberté et de la volonté, l'irruption, dis-je donc, d'une thèse contraire au principe de plénitude, selon laquelle une chose peut être autrement sans jamais devenir autrement. Quelque chose peut être autre, donc être possiblement autre, sans que pour autant cette possibilité ait à s'actualiser à un moment quelconque du temps. Je puis, je pourrais, j'aurais pu être autre. Je peux dire cela, n'est-ce pas, sans que ce pouvoir, cette potentialité, pour être une potentialité authentique, à un moment quelconque du temps, ait été le cas, soit le cas ou sera le cas. Donc on dissocie l'être autre du devenir autre. Une chose peut être autrement sans jamais devenir autrement. Pour ce qui m'intéresse ici, il suffit de noter, donc je ne peux pas me perdre dans trop de détails, mais il suffit de noter qu'au tournant du XIIIe au XIVe siècle, je vous rappelle que D'Inscott est mort en 1308, Jean d'Inscott est mort en 1308, après avoir quitté Paris pour Cologne, eh bien, au tournant du XIIIe au XIVe siècle, apparaît une nouvelle conception de la contingence qui présente deux caractéristiques majeures qui vont vous permettre de mieux saisir ce qu'on peut appeler révolution scotiste. Une nouvelle conception de la contingence qui présente deux caractéristiques majeures. Elle est synchronique et non plus diachronique. Vous vous rappelez que le contingent, c'est ce qui est quelquefois le cas, quelquefois pas le cas, quelquefois vrai, quelquefois pas vrai, dans le modèle statistique, diachronique, temporel de la modalité de la contingence. Ici, non.
il ne s'agit plus de diachronie, il s'agit de synchronie, c'est-à-dire on prend les choses en simultanéité. Hein, et donc cette conception de la contingence est axée sur la synchronicité des possibilités alternatives. Elles sont véritablement compossibles synchroniquement, dans le même temps, hein, et non pas sur la possibilité de succession d'états différents à des moments différents dans un même sujet. Ce n'est pas du tout la même idée. Ça, c'est la première chose, synchronicité au lieu de diachronicité. Et deuxièmement, le contingent est présenté dans cette nouvelle conception, non plus comme un mode d'être, qui autoriserait des questions comme quel est le mode d'être du possible, qui vous permettrait de vous arracher les cheveux jusqu'à la fin de vos jours, quand même. Quel est le mode d'être de ce qui n'est pas encore, s'il n'y a de mode d'être que l'actuel. Alors non, attendez, il y a de mode d'être du possible. Alors lequel? Est-ce que c'est un être diminué? Est-ce que c'est un être mental? Bon, on oublie ça. Le contingent n'est pas un mode d'être qui serait le non nécessaire ou le non sempiternel, hein, mais il y a une véritable nouvelle définition du contingent, qui n'est plus donc la définition statistique de la contingence, mais un mode d'agir subordonné à la volonté. C'est-à-dire, on va appeler contingent un état dont le contraire pourrait arriver au moment où il arrive. Ça, c'est très exactement ce que dit Scott. Cuius oppositum posset fieri quando istud fit. Quelque chose dont l'oppositum, l'opposé, posset fieri, pourrait arriver, pourrait se produire précisément quando istud fit, eh bien, quand le premier état se produit. Donc, c'est très clair, hein, un état dont le contraire pourrait arriver au moment où il arrive. Voilà ce qu'est le contingent. Et Scott est très clair là-dessus. Dico quo non voco hic contingens, je dis que je n'appelle pas ici contingent toute chose qui serait non nécessaire ou non sempiternelle, mais ce dont l'opposé pourrait avoir lieu au moment où ce dont nous parlons se produit. Ideo dixi, c'est bien pourquoi j'ai dit, et je dis, et j'emploie des expressions comme aliquid contingenter causatur, quelque chose est causé de façon contingente, plutôt que de dire quelque chose est contingent. Énorme différence, hein? On ne dit plus ceci est contingent, cela est contingent, ceci est nécessaire. Non, on renvoie à la causalité, qui est la seule réalité d'une certaine façon, et au mode adverbial de la causalité, contingentement, hein, de façon contingente, contingenter causatur. Donc, en fait, ce qui nous intéresse ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec Duns Scott et quelques autres, hein, monte en puissance la thèse 3b d'Abélard, il y a un instant t tel que ce n'est pas le cas que P à T, et qu'il y a un instant S tel qu'il était possible à S que P à T. Hein. Cette thèse-là est mise en question, elle est radicalisée, elle est dépassée dans une version plus dure, une version authentiquement présentialiste, une version synchroniciste, hein, qui ne recourt plus à un instant antérieur, comme S ou T-1, pour affronter la question centrale de la synchronicité du vouloir et du nouloir à un même instant, l'instant T. Alors, nous avons vu jusqu'ici comment la tradition distinguait au niveau du temps les diverses modalités du pouvoir et du faire impliquées dans le problème du libre arbitre et de la liberté. Nous avons vu comment se mettait en place, s'argumentait et se déployait la distinction entre X, un individu. X peut faire Y
une chose quelconque, à t à l'instant t. X pouvait faire y à t. X aurait pu faire y à t. Mais je vous l'avais dit d'emblée, au début du semestre, notre problème principal n'est pas celui du faire et du pouvoir, ni même celui du pouvoir faire, c'est celui du vouloir faire et surtout du vouloir. Nous sommes presque arrivés au terme du voyage. Pour le dire en bref et clairement, Duns Scott répond à la question autour de laquelle nous tournons depuis plusieurs séances. Sommes-nous libres de vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons? Sommes-nous libres de nous vouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons? Et Scott répond d'une formule lapidaire qui donne un sens et une portée maximale au principe des possibilités alternatives, tout en s'avançant apparemment de manière intrépide sur le territoire régi par le principe de non-contradiction. J'appellerais cela par commodité la formule de Scott. Voilà la formule de Scott. Volens in A potest nolle in A. Qui veut en A peut nous vouloir en A. Alors, notez l'expression in A, à l'instant A, qui est l'équivalent de notre AT, à l'instant T, non, ou du symbole que j'utilisais tout à l'heure, qui désigne aujourd'hui la classe vide. Bon, donc, cette utilisation de l'être pour désigner une entité, ici un instant, mais bon, ça pourrait être autre chose, bon, est particulièrement sensible au XIVe siècle. Elle est mise au service d'une analyse formelle des plus rigoureuses. Suivons Duns Scott. Dire que la volonté humaine est libre, c'est traditionnellement dire qu'elle a pouvoir sur les opposés. Selon Scott, cela joue à 3 niveaux d'opposition. La volonté a pouvoir sur les opposés, cette phrase de la tradition aristotélicienne, devient, sous sa plume, si j'ose dire, devient la volonté est libre par rapport à ses actes, elle est libre par rapport aux objets de ses actes, elle est libre par rapport aux effets de ses actes. Elle a pouvoir sur eux. Quant aux actes opposés, elle est libre de vouloir et de nouloir. Elle est libre d'aimer et de haïr. Retenez bien ces 2 mots, aimer et haïr, que nous retrouverons à la fin de la séance. Deuxièmement, par le biais de ces actes opposés, elle est libre de se rapporter à des objets opposés, de tendre librement vers eux. Un objet d'amour, un objet de haine ne va pas tendre vers, mais se détourner d'eux. Enfin, elle est libre par rapport aux effets qu'elle produit, soit immédiatement, tertio est libera ad effectus quos producit, sive immediate, sive movendo alias potentias executivas. Elle est libre par rapport aux effets qu'elle produit, soit immédiatement, soit en actionnant d'autres facultés d'exécution, d'autres puissances d'exécution. Le 3e niveau de la liberté
de la volonté par rapport aux opposés fait implicitement intervenir une distinction que nous avons vue dans les séances précédentes s'introduire, c'est la distinction entre les actes élicites ou élicités qui sont produits immédiatement et les actes impérés qui sont produits au moyen d'autres puissances ou facultés. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe au niveau de l'acte élicité. Suivons l'analyse de Duns Scotus. Toute cause, dit Duns Scotus, doit être conçue comme antérieure en nature à son effet. Cela veut dire que, à l'instant où la volonté élicite l'acte de vouloir, elle précède naturellement sa volition et se rapporte librement à elle, à cette volition. À l'instant où elle élicite la volition, elle se rapporte de façon contingente au vouloir et elle a, en cet instant même et toujours, un rapport contingent au nouloir. Je dis bien, enfin plutôt c'est Duns Scotus dit bien, à l'instant où elle élicite la volition. C'est là le point décisif. La volonté, au présent, a deux rapports. Elle a ces deux rapports. Un rapport contingent au vouloir et un rapport contingent au nouloir. Cela, non pas parce qu'elle avait un rapport contingent au nouloir avant l'instant T, l'instant A, chez Duns Scotus, où elle élicite l'acte de vouloir, ce qui était l'interprétation 3b d'Abélard tout à l'heure, non pas parce qu'elle avait avant, à l'instant précédent, A ou T, un rapport contingent au nouloir, je lis nolendum et non pas volendum dans le texte de Scott, mais en tout cas, à l'instant, non pas parce qu'elle avait avant un rapport contingent au nouloir, car avant, précisément, elle n'était pas cause. Elle n'était pas déjà cause. La volonté est cause au moment où elle cause. Donc, non pas parce qu'elle avait avant, à l'instant précédent, à un rapport contingent au nouloir, mais bien parce que maintenant, en ce moment, à l'instant même où elle, à l'instant précis, en ce moment précis, au moment donc où elle est cause élicitant l'acte de vouloir, elle a toujours, elle garde, elle conserve encore ce rapport contingent au nouloir. Elle conserve un rapport contingent à l'acte opposé à celui qu'elle élicite. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que voulant en A, elle peut nouloir en A. Alors, il y a ce superbe texte latin qui dit ce que je viens de vous dire et que je mets juste sous vos yeux pour que vous voyez que j'ai rendu par nolendum ce que l'édition donne par volendum. Quelle portée accorder à la formule de Scott? Tout dépend de l'exégèse qu'on en fait, autrement dit des textes que l'on considère. J'ai parlé de formule de Scott plutôt que de principe de Scott, à cause de cette fluctuation. Le texte même que je viens de résumer pour vous est susceptible d'une autre lecture si on lit volendum à la place de nolendum. De fait, et vous avez deux possibilités d'interprétation, on peut aussi bien comprendre qu'à l'instant où elle élicite sa volition, la volonté qui lui est antérieure naturellement à cette volition,
se rapporte de façon contingente à l'acte qu'elle est licite, son vouloir, car en ce même instant, elle a un rapport non moins contingent à l'acte opposé, c'est-à-dire le nouloir. Ou bien encore, vous pouvez comprendre qu'à l'instant où elle élicite sa volition, la volonté se rapporte de façon contingente à l'acte qu'elle élicite, parce qu'elle se rapportait à lui de façon contingente avant de le vouloir, puisque ce qui est en cause, disons, c'est la contingence du vouloir au moment de la volition, et que la volonté ne pouvait être cause de l'acte de vouloir hâté avant de le vouloir. Une chose est sûre, les passages où le sens de la formule de Scott apparaît le plus clairement sont ceux où Scott recourt à la distinction entre sens composé et sens divisé d'une proposition, que, comme tous les interprètes médiévaux d'Aristote, il applique aussi au principe de la nécessité conditionnelle du présent, omne quod est, quando est, ne que se est esse. La distinction que Scott met en place pour penser ce qui est en cause dans la formule de Scott. Qui veut en A peut nouloir en même temps en A. Eh bien, cette distinction, la distinction entre sens composé et sens divisé d'une proposition, est une distinction qu'il a précisément mise au point et appliquée de la façon la plus spectaculaire, disons, au principe de la nécessité conditionnelle du présent. Tout ce qui est quand il est, nécessairement est. La formule de Scott, volens in A, potest nolere in A, peut être pris ou prise selon la composition ou selon la division. Dans le premier cas, la formule de Scott est fausse, selon Scott. Dans le second cas, elle est vraie. C'est ce qu'il faut que nous expliquions rapidement avant la pause. Le sens composé et le sens divisé d'une proposition. Ça se rapporte à la composition ou à la division du mode avec le reste de la proposition catégorique que précisément l'intervention du mode modalise. Le sens composé est le sens où le prédicat modalisé peut vouloir en A, potest nolere in A, peut nouloir, pardon, en... oui, mais ça c'est fâcheux, alors si on fait une faute de frappe, c'est nouloir ici, N. Ce on, c'est je, évidemment, mais bon, il faut bien que j'anonymise plus ou moins. C'est bien pour un cours sur la responsabilité. Enfin bon, bref, je, alors, peut, prédicat modalisé, peut nouloir en A, est attribué au tout sujet constitué par la volonté voulant en A. Donc, voluntas volens in A, ça c'est le sujet, hein, potest nolere in A. Ça tombe sous le coup du principe de non-contradiction et c'est pourquoi cela est faux. Parce que si vous avez du mal à saisir l'exemple, remplacé par d'autres termes. Ce qui est blanc en A peut être non blanc en A. Eh bien non. D'une même chose, on ne peut pas dire qu'en même temps et sous le même rapport, lui convient un certain attribut, être blanc, et l'opposé contradictoire, non blanc. D'où la fausseté. Le sens divisé, en revanche, le sens divisé, eh bien, dans le sens divisé, la proposition est vraie, elle est vérifiée. Mais il y a sens divisé et sens divisé. Ce que nous dit Duns Scott, c'est que cette formule n'est pas vraie parce que les extrêmes seraient pris pour des temps différents, l'un en A, l'instant 1, l'autre en B. Non, il faut, on a parlé de synchronicité des possibilités alternatives. Donc FS, la formule de Scott, doit être interprétée comme la conjonction de deux propositions, l'une, la première, qui pose l'existence d'un fait à l'instant A, l'autre qui pose la possibilité de son opposé à l'instant A. On obtient donc les deux propositions, voluntas est volens in A et
voluntas potest esse nolens in A. Deux propositions, donc. Et alors, allez-vous me dire? Alors, il faut s'accrocher au texte encore quelques instants. Aller jusqu'au bout du raisonnement de Scott, qui fait place au raisonnement imaginaire, au raisonnement secundum imaginationem, l'un des nouveaux instruments conceptuels caractéristiques de la pensée médiévale qui connaîtra son apogée au XIVe siècle, avec notamment ceux qu'on a appelés les calculateurs, calculatores d'Oxford. En quoi l'analyse de la formule de Scott comme conjonction de deux propositions, voluntas est volens in A et voluntas potest esse nolens in A, nous éclaire-t-elle? Pour comprendre, il faut se rappeler qu'une conjonction de propositions, P1 et P2, est vraie si et seulement si les deux propositions qui la composent sont vraies. Le raisonnement de Scott se fait alors en deux temps. Vous avez le texte latin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je le présente sous une forme explicitée, en tout cas en français. P1, la proposition P1 pose que la volonté V veut en A. Donc la première partie de la condition posée, à savoir que P1 et P2 est vrai si et seulement si P1 et P2 sont vrais chacune. Bon, P1 qui pose que la volonté veut en A est vrai puisqu'il a été dit qu'elle élicitait librement son acte de vouloir A. Alors, il faut que je retrouve mon texte. La volonté veut en A, oui. Ce qui est vrai puisqu'elle élicite librement son acte de vouloir. Je ne cherche pas à retrouver le texte latin puisque je vais me retrouver, je ne sais pas où. P2 pose que non X, l'acte opposé à cet acte de vouloir, est lui aussi possible en A. Car si non X, l'acte opposé à X, n'était pas possible en A, alors X serait nécessaire, nécessaire étant ce dont le contraire est impossible. Si non X est impossible, alors X est nécessaire. D'où, et c'est le deuxième temps, imaginaire du raisonnement de Scott. Si l'on pose que la volonté V existe seulement en A, autrement dit, à l'instant A, autrement dit, de manière instantanée, donc réduite à un instant, elle veut librement, cette volonté, par P1, la volonté V veut en A, c'est vrai, puisqu'elle élicite librement son acte de vouloir. Mais ayant par définition pouvoir sur les opposés, et dans la mesure où elle n'existe qu'en A, il n'y a pas un instant après, il n'y a pas un instant avant. Elle ne peut vouloir librement en A sans pouvoir aussi vouloir en A. Par deux, puisque P2, puisque si ce n'était pas le cas, ce ne serait pas librement qu'elle veut. Le contraire du possible, enfin ce qui est impossible. Bon. Si non X n'était pas possible, bon, X serait nécessaire. Donc ça ne serait pas librement voulu. Bon, donc, dans la mesure où elle n'existe qu'en A, elle ne peut vouloir librement en A sans pouvoir aussi vouloir en A. Quel est le but de Scott dans ce texte? Vous voyez, il n'existe qu'un instant. L'instant A.
Eh bien, le but Scott dans ce texte regarde Dieu autant que l'homme, en fait. C'est ce qui fait la beauté de la chose, et même plus en un sens, puisqu'il s'agit, après tout, aussi de montrer que ce qui vaut pour la volonté humaine peut être appliqué mutatis mutandis à la volonté divine. À et pour cet instant véritablement unique, lui, qu'est ce qu'on appelle l'instant de l'éternité, nunc aeternitatis, dans la théologie de la création. Tout comme il en va de la possibilité pour notre volonté, dans notre volonté relativement à l'acte de vouloir, possibilité logique et réelle. In eodem instanti et pro eodem respectu eiusdem. Donc dans la situation fictive où il n'existe qu'un instant et où je veux. Je ne peux pas vouloir en cet instant unique sans avoir la possibilité de nouloir. Il n'y a pas d'autre instant que celui-là. Donc ils sont littéralement contraints de cohabiter. Eh bien, c'est la même chose pour la volonté divine, qui, en tant qu'opérative, se précédite, se ut productiva, se précède elle-même en tant que productive, et qui peut, dans le même instant d'éternité, et pour le même instant d'éternité, à la fois vouloir et ne pas, et nouloir quelque chose, et ainsi le produire ou ne pas le produire. Vous voyez, on est ici bien loin du déchirement. On est ici bien loin du « je n'ai pas voulu cela » de Guillaume II. On est bien loin du Dieu des derniers jours de l'humanité de Krauss. On est bien loin du regret et du remords. Et on est même bien loin, semble-t-il, des questions qu'on a posées au début du cours avec Schopenhauer. Puis-je vraiment vouloir ce que je veux? Suis-je libre de mes choix, libre de mes volontés? En fait, nous nous sommes, avec Scott, ici, engagés dans l'étude de l'utilisation théologique d'Aristote, dans l'étude de sa christianisation, qui est en même temps une logicisation, une hellénisation du christianisme. Mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Nous ne sommes pas allés jusqu'à l'alpha et l'oméga, le principe et la fin de la christianisation, c'est-à-dire le Christ lui-même. Nous allons donc emprunter cette voie après la pause, qui est celle de la rencontre plusieurs fois annoncée au cours de ce cours, si j'ose dire, entre christologie, anthropologie et éthique. Puis nous aborderons brièvement le contre-modèle augustinien avant de conclure le 14 avril le travail de cette année. Donc je vous propose de nous arrêter quelques instants, 5 minutes, avant de reprendre pour la deuxième heure